Eh bien, bonjour à tous, ici votre animateur Luc et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Je tiens à prendre note que l'émission vous est offerte en 4 segments. Le petit préambule des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. On reçoit cette semaine une invitée, une membre de cette belle fraternité qui va venir nous parler de son passé, de son relèvement. Souvent dans les partages, elle va venir nous parler de sa souffrance aussi, sa souffrance qui l'a amené alcoolique anonyme et à connaître un nouveau mode de vie. Moi, j'ai la chance de pouvoir jaser un peu avant les enregistrements avec nos invités. La madame que je vais vous présenter, elle semble être une très bonne vivante avec une belle joie de vivre. J'ai hâte d'entendre son partage et de la découvrir en même temps que vous. Je vous présente Mireille. Bonjour, je m'appelle Mireille, je suis un alcoolique. Pour t'empêcher de compter, j'ai 71 ans et ça fait 48 ans que j'ai pas consommé ni alcool ni dope. Je parle toujours d'une personne qui était importante dans ma vie. Puis qui a marqué mon chemin. Le 6 janvier 98, mon père m'a appelé à 6 heures le matin, j'ai entendu un mot. Il s'est pendu. Mon frère venait de se pendre. Mon frère, il m'a accueilli dehors. Il est parti sur une rechute. Après 6 ans. Quand il était prendre sa première bière, il est pas venu me voir puis de dire « Hey, la sœur, dans 14 ans, m'a rentré dans mon garde-robe avec ma cravate puis m'a me pendre avec. » Ça a fait mon chemin. Ça a fait mon chemin de je veux pas aller où ce qui était. Et ça, c'est important. Ça, il était là pour me recevoir dans l'alcoolique anonyme, puis il m'a montré un chemin qu'il faut pas que j'emprunte. Et ça, c'est marqué là au fer rouge. Je te parle pas d'un petit livre de comics, je te parle d'une réalité. J'en ai perdu beaucoup d'amis, puis c'est ça. Moi, l'alcool, puis la toxicomanie, c'est barré sur ma vie. Je veux plus jamais consommer. Je te dis pas que ça s'est pas présenté là, au début. Et même dans les plusieurs années, moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit c'est par choix ou c'est parce que t'as pas le choix de boire. Je disais, d'après toi. Moi, je veux plus toucher à ça. Je veux plus jamais toucher à ça. La dope, c'est la même affaire. Je veux plus jamais toucher à ça. C'est plus mon monde à moi. Puis même si c'est ça, avec les années, les gens m'en parlaient ou juste une bière, puis je me disais, j'ouvre une bière là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Peut-être que pendant un mois, moi être correct. Deuxième mois, moi partir, puis troisième mois, moi être rendu dans le bas de la ville, puis m'a me piqué parce que moi ça, quand j'ai arrêté de consommer, j'avais une seringue dans les bras. Ça fait qu'à quelque part, je me ramassé à la même place. J'ai jamais pris un verre comme ça. En disant, je prends juste un verre puis je m'en vais à la maison. Je buvais. C'était ça, moi. Je buvais. C'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai accepté. C'est que, à quelque part, là, ça a été ma vie. Michel, mon frère s'appelle Michel, je vais t'en parler tout le long de mon message parce que, comme je te dis, il a marqué ma vie à moi. Puis là, moi, je viens d'une famille de 2 enfants. Ma mère est décédée en 96. J'ai fait la paix avec elle. Ça a été des moments importants dans ma vie, de faire la paix. Je me souviens que un moment donné, ma moraine m'avait dit, moi, ma mère, c'est une Germaine, puis je l'haïssais profondément. Puis moi, j'ai toujours dit, il y a eu Mom Boucher, puis il y avait Mom Nadeau. Mom Nadeau, c'était ma mère. Puis, un moment donné, la personne m'avait dit, « Hey, va faire la paix, va connaître cette femme-là, elle t'a mis au monde. » Puis, j'ai été m'asseoir avec maman, puis je l'ai écouté. Je l'ai écouté, puis je l'ai aimé.
je suis heureuse de voir vivre ça. Elle me laissé des choses extraordinaires. Pas de l'argent. Elle me laissé un monde magique. Ma mère était comme ça. Et puis aujourd'hui, là, je parle encore, puis c'est comme ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire la paix. Mon père, ça a été la même affaire. Mon père est décédé en 2013. Puis la pire affaire que j'ai pu voir, puis ça, n'importe quelle personne va comprendre ça, que quand tu as un enfant qui part suite à la maladie, lui, Michel, c'est un héroïnomane aussi. Et, mon père, là, il était démoli. Moi, je l'ai pris dans mes bras, là, puis il pleurait comme un enfant, puis je disais, c'est juste la maladie, ça, c'est la maladie. Puis je disais, c'est la pire affaire. Puis à un moment donné, je disais, on va faire un cocon, toi puis moi, là, puis on va s'accepter dans ce qu'on est. On va s'aimer dans ce qu'on est. Puis à la fin, c'est ça, moi, je me souviens qu'à un moment donné, là, j'ai enlevé son char, son chien, sa maison, parce que mon père, il en perdait des bouts, là. Il faisait de l'Alzheimer modéré. Puis j'allais m'asseoir avec lui au CHSLD, puis je disais, qu'est-ce que t'as mangé à soir? J'avais un gros point d'interrogation d'en face. Puis je disais, un café, une cigarette, puis il disait, ouais. Et c'est là que j'ai découvert que le bonheur, c'est dans les détails, dans le moment présent. Et, parce que lui, il partait de tous les bords, de tous les côtés, puis c'était de revenir là. Et c'est ça qu'Alcooliques Anonymes m'a donné. Ça a fait partie là de ce que m'a fait comme cadeau de dire le bonheur, c'est dans les détails, puis c'est dans la vie présente, le moment présent. Et moi, ça, je l'ai appliqué le plus possible, le meilleur possible. Et, Michel, ben comme je vous ai dit, là, il est mort en 98, Michel, puis ça a pris un certain temps de faire la paix avec lui. Mais je trouve ça important de faire la paix avec la famille. Et, on a juste une famille, puis moi, ça m'a donné ça. C'est de m'asseoir avec les gens parce que mon frère, moi, était connu. Même, je dirais, archi connu, là. J'étais pas Mireille, j'étais la sœur à Tucunado. Et, puis à un moment donné, j'ai jasé avec mon parrain, puis mon parrain, il me disait, Mireille, tu pourras jamais te débarrasser de ton frère, c'est ton frère. Et, puis j'ai dit, ouais, c'est vrai. Moi, en tout cas, ça m'a ouvert ça, de m'asseoir puis de dire, ça, c'est ma famille. Et ça a été magique. Et, moi, je suis né le 26 février 53. Je suis né avec un problème. Moi, j'ai un handicap, j'ai un pied beau. Peut-être que ça te donne rien comme idée, là, mais c'est ça. On revient là en 71, en 1953, quand je suis né, là. Puis ils m'ont placé. J'ai été placé au camp des enfants infirmes, j'ai été placé à Victor Doré. C'était comme ça. Aujourd'hui, des fois, je parle de ça, puis les gens ils disent « Ah, mais on revient en arrière. » Et à ce moment-là, moi, ça, je crois à ça, c'est que c'est là que l'être humain se forme. Moi, j'ai formé, dur. Et j'étais placé. Il y avait deux mondes, il y avait mon monde, puis il y avait le vôtre. Et c'était deux mondes totalement différents. Et ce traumatisme-là a fait qu'à un moment donné, c'est ça, plus tard, je vais consommer. Et puis, c'est ça, ma mère elle s'est occupée de moi comme elle a pu. Mon père, il m'a donné ce qu'il a pu. C'est ça, je suis pas en colère. Je suis contente de pas vivre ça, d'être en colère contre ma famille, en temps maudit contre papa. Puis ça, dans ma 4e étape, dans mes 5e étapes, j'ai clairé ça. Et ça, c'est capital dans ma vie. Puis c'est ça, à un moment donné, elle va me sortir de là, je vais rentrer dans ma 7e année, là, puis elle va m'envoyer à l'école normale. En tout cas, il disait que c'était normal dans le temps. Et aujourd'hui, je le sais pas, mais dans le temps, c'était ça. Et je suis arrivée avec les traumatismes. J'étais pas capable de parler aux gens. Ça faisait pas partie de moi. Michel, il avait 7 ans de plus vieux que moi, puis lui, sa job, ça a été tu vas t'occuper de ta sœur. Ça fait que j'étais protégée, là, j'étais dans une coquille, là, puis j'étais protégée. Et puis c'est ça, j'ai vécu de même tranquillement, pas vite. Un pas à la fois. L'alcool, chez nous, il y en avait pas. Mon père l'a jamais bu. Mon père, je pense qu'il était à la taverne une fois, puis Pauline a expliqué que non,
T'as pas d'affaires là. Puis ma mère, c'était pas le genre à appeler à la taverne de dire Gérard, es-tu là? Elle aurait débarqué. Et, ma mère, elle mesurait 4 pieds 11, puis elle pesait 95 livres, mais t'avais d'affaires à te tasser. Et, ça que, l'alcool, chez nous, il y en avait pas. Mon frère, il avait déjà commencé à boire, parce qu'il avait 7 ans de plus vieux que moi. Et, puis, ma mère cachait les bouteilles, puis elle disait, une fois par année, elle me disait, Michel, t'es à l'hôpital. Mon frère était à Don Rémy. C'est que l'alcoolisme, ça a commencé, j'étais pas mis-up, là, je le voyais bien, là, puis j'arrivais à ces coins de rue, puis était ces coins de rue, là, les bras en l'air. Vous autres, je savez pas quelle grandeur que j'ai, mais je suis petite, puis mon frère, il avait un pouce de plus grand que moi, c'est qu'on n'était pas tellement grand dans la famille. Puis il avait besoin de prendre toute la place, puis je le regardais aller, puis je me disais, un jour, ça va être mon tour. Et ça a été un jour mon tour. Et, tranquillement, pas vite, là, on va commencer à rentrer en 1967. C'est le temps de l'expo. C'est le temps de, c'est ça, la ronde. C'est le temps du pavillon de la jeunesse. La drogue, moi j'ai connu la drogue là. Et je me tenais sur la rue Saint-Denis, là. Il y a un gars, à un moment donné, qui m'a offert des roses. Il m'a pas donné des fleurs, il m'a donné des amphétamines. Puis, c'est ça. On va rentrer, là, dans le monde de l'alcoolisme, dans le monde de la drogue. Et, ça va être mon prochain petit bout avec vous autres. Quelle belle entrée en matière, mais dis belle. Il y a beaucoup de souffrance, mais d'être capable d'en parler puis d'avoir fait la paix avec un passé comme ça, on peut dire que c'est beau, je pense, d'avoir grandi là-dedans. Merci beaucoup pour ce premier segment. On prend une pause et on revient pour la suite. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Ici votre animateur Luc et nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre amie Mireille nous a choisi aujourd'hui en studio, on est à l'enregistrement, on est le 13 novembre, donc on a pris les réflexions quotidiennes du 13 novembre qui dit « Regardez vers l'extérieur ». Nous souhaitons surtout être libérés de notre volonté personnelle et nous veillons à ne rien réclamer seulement pour nous-mêmes. Nous pouvons toutefois faire des demandes pour nous si les autres peuvent en bénéficier. Nous nous abstenons toujours de prier pour l'accomplissement de nos désirs égoïstes. Tiré du gros livre Les Alcooliques Anonymes, page 98-99. À l'époque où je buvais, je laissais l'égoïsme diriger ma vie. J'étais tellement attaché à mon alcoolisme et à mes autres habitudes égoïstes que les gens et les principes moraux venaient en second lieu. Aujourd'hui, quand je prie pour le bien-être d'autres personnes plutôt que pour l'accomplissement de mes désirs égoïstes, je me force à laisser tomber mes attaches égoïstes et à me soucier de mes semblables et à me préparer au jour où je devrais me dépouiller de toute attache terrestre. Il parle beaucoup d'égoïsme là-dedans. Je sais pas pourquoi. On se le demande. On se le demande bien pourquoi, mais là, on est de retour avec le partage de Mireille qui nous avait laissé avant de partir à la pause sur l'Expo 67. Tout ce temps-là, le temps des folies, le temps de la jeunesse que j'ai pas connu. Donc, écoute, Mireille, j'ai hâte de connaître la suite. Je te laisse aller. Oui, on se retrouve l'année de l'Expo, l'année du métro, l'année de la rue Saint-Denis. Je me tenais à Paloma. Ça remonte à longtemps. Et c'est ça. L'alcool, chez nous, comme je te dis, il y en avait pas. Bon, j'ai fait comme plein de jeunes, là, prendre un petit verre, là, mais ça a été plus un moment de toxicomanie. Il y a quelqu'un qui m'avait proposé, c'est ça, des amphétamines, là. Il me disait, dans le temps, on appelait ça des roses. Et j'étais addict. J'avais besoin
j'avais besoin de m'emmener, de sortir de ma coquille. Puis le gars, j'avais raconté ma vie 4 fois. Il me dit, ma vie était pas tellement longue à ce moment-là. Là. C'était assez simple, merci. Moi, je faisais partie des hippies. Il y avait les mods puis les hippies à ce moment-là. Moi, j'avais une chemise d'armée là que ma mère a acheté 100 fois aux poubelles. J'ai ressorti 100 fois des poubelles. Et je tripais dans le Vieux-Montréal. Mais j'étais encore très jeune. J'avais pas accès là. J'allais pas même plus loin que ça. J'étais checké. Dans mon coin, c'était des familles. Nous autres, c'était la famille Nadeau. Il y avait la famille Filion, la famille Labelle. Puis les sœurs des gars, c'était pogné dans les clubs. T'es sortais cul par-dessus tête. Il y avait pas d'affaires là. C'est qu'on était archi protégés. Puis une bonne journée, ben il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est arrivé d'extraordinaire, c'est que un moment donné, j'ai eu 18 ans. Et la loi a passé quelques mois après. Et c'est ça. Je suis descendue dans une place qui s'appelait Chez Dieu, dans le Vieux-Montréal, en bas de l'imprévu. Certains membres là, l'ont connu. Chez Dieu, c'est l'enfer. Chez Dieu, c'est juste des grandes tables en bois. C'est tous des gars de Bessic qui se tiennent là. Puis là, m'a collé ma première grosse. Et je la vois encore, même après 48 ans, je la vois dégoulinée devant moi. Là. Puis ma chum, elle me dit, hey, c'est au bout, on va pas commencer à boire, à sortir. Je dis, peut-être toi, moi, je me mets à boire. Moi, j'avais besoin de casser ça, la coquille, là, parce que je parlais pas, parce que j'étais coincée. Et puis c'est ça. Dans l'été qui a suivi, je me suis ramassée à Graal, dans un camping qui s'appelait Graal, à Saint-Félix-de-Kenzie. Et j'ai passé 2 mois. Puis je me vois encore, j'avais une pop tent dans le temps, là, puis je l'ai installée dans la côte. Et il a mouillé toute la nuit. Tout était trempe. Mais j'étais maganée, là, maganée. J'avais emmené ma caisse de bière, puis de Mica. Puis moi, j'étais une fille colorée, des roses, des bleus, des tangerines. C'était mon monde. J'ai passé 2 mois à triper ces araignées. Fouille-moi pourquoi, je le sais pas. Mais c'est ça que je voyais. Mais puis c'est ça. Et tout s'est passé là. Les tripes de fesses, tout s'est passé là. J'ai ouvert la machine. Et puis j'oublierai jamais, un moment donné, quand je suis partie de là pour m'en revenir à Montréal, j'étais avec toutes mes affaires, puis il y a un gars qui m'a dit « Salut l'alcoolique », puis j'ai envoyé la main. C'est quand on m'a annoncé, bien des années après, que j'étais un alcoolique, j'ai pas tombé en bas de mes running. Moi, ça fait longtemps que je sais ça, là, que j'étais un alcoolique. Et j'avais un titre. Pour la première fois de ma vie, j'avais un titre. Et ça a l'air bête de dire t'as un titre, t'es alcoolique, mais j'avais besoin de ça. Et je suis revenue à Montréal, puis là, moi, je me suis mis à travailler. J'ai travaillé toute ma vie. Et ça a été un peu ce que mon père m'a laissé. Mon père, c'était comme tu gagnes ta croûte. Je gagnais ma croûte toute ma vie. Et puis c'est ça. Moi, ma première job, c'était chez Desjardins. Je travaillais pas en succursale, là. J'étais pas équipée pour travailler en succursale, là. Je travaillais au bureau chef. Et le matin, je travaillais de soir. Je travaillais de soir, de nuit. On faisait de la compensation. Ils appelaient ça comme ça. Et je me vois encore à 2 heures de l'après-midi. Là, je fouille dans le bar à ma mère. Puis ma mère avait un beau bar en stucco en miroir. Puis tout ce que je pouvais prendre d'alcool, c'était comme ça passait sur le dos de Michel. C'était lui l'alcoolique, pas moi. Et puis là, bah c'est ça. Je me maquille, puis j'en mets épais parce que je vis de nuit. C'est que je suis un peu paulette. Là, je rentre au bureau. À côté de notre bureau, il y avait une commission des alcools. Et puis il m'a ramassé une 10 onces de cognac ou de scotch. Moi, tu aurais pu m'appeler Madame Saint-Léger, là. C'est ça que je buvais. Et puis là, je rentre au bureau. Tous nos grands boss, nous autres, ils étaient partis. Ils travaillaient à Joe, ce beau monde-là. Là. Puis mon boss, moi, c'est un alcoolique. Et puis là, je rentrais dans la cafétéria, puis je disais « Salut Jacques ». Puis j'entendais « Salut ». Et je disais « Un café, mon Jacques ». Ouah. Ça, le « ouah », c'était comme « Ah ouais, on ouvre la machine ». Et moi, j'ai eu ça, là, casser des 40 onces dans les cases, puis mon boss, il éponge, puis le party pognait, là. Tout ce qu'on faisait, nous autres, c'était de passer vos chèques dans une machine, là, puis on rigolait, puis bon.
À un moment donné, il arrive 11h15, puis moi, je m'en vais en catimini dans la cafétéria. Je vais me taper une mescaline, je sais qu'elle va rentrer dans 3-4 heures. À ce moment-là, je conduis pas, j'ai appris à conduire dans A. Merci, mon Dieu. J'en aurais tué 3-4, puis ça m'aurait passé 10 pieds par-dessus la tête. Moi, je me souviens, un moment donné, j'avais embarqué avec un de mes chums, puis il disait, t'as-tu la ligne blanche en avant? Je disais, non, il disait, moi non plus. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Puis à un moment donné, c'est ça. Moi, je vais prendre un taxi, puis je vais dire le genre et la jeunesse. Moi, je me tiens chez Tonton. Aujourd'hui, tous les bars que j'ai où j'ai été consommé n'existent pas. Ou ça a fermé. Peut-être parce que Mireille a arrêté de boire. Je le sais pas. Mais ça que je débarque là, moi je débarque chez Tonton, puis Bernard, il travaille au bureau des postes, puis l'autre travaille à telle place, puis on travaille tout de soir, puis on débarque là. Et je rentre là, puis je me lève la main, puis elle me dit, je sais, une bouteille de vin au fait. Et moi, l'autre jour, j'étais à SAQ avec une amie. Il y en a de tous les pays. Des jaunes, des verts, des bleus. En veux-tu, en veux-tu? Moi, dans le temps que je consommais, t'en avais 3. T'avais du Québérac, du Bordeaux, puis du Prince-Noir. Le monde arrêtait là. Puis le Québérac, on en avait pour notre cash. C'est pas de niaisage. Puis là, c'est ça, on boit, puis les gars, ils mettent le feu dans les verres de cognac pour faire triper les petites filles. Puis c'est ça, tu sens la tension monter. Et puis moi, je faisais du cristal en plus. Et la tension était là. Puis à un moment donné, il y en a un qui va dire, hey, je descends au tarot, t'embarques-tu? Ouais, je descends au tarot. Et encore là, t'embarques, on est à peu près 5 dans le char, pas de ceinture, puis on s'en fout, là, comme l'an 40, là. Et je vais descendre là. J'ai développé une autre maladie qui s'appelle le sirop. À un moment donné, j'ai une bronchite, puis j'ai des chums qui, au lieu de payer leur ticket, ils vont aller faire du temps les fins de semaine, puis ils vont se bourrer de sirop pour passer ça plus smooth, puis ils me disent, Mireille, Néo-Vistage DM, tu vas voir, ça va passer. C'est une gang de menteurs. 50 bronchites. Une petite shot, puis une petite shot ici, puis une petite shot là. Là, quelques années, à un moment donné, je suis dans haut, puis je tousse, puis j'arrête plus. Puis j'ai rencontré un membre dans le parking, puis il me dit, Mireille, tu devrais prendre du Buckley, ça passerait. Il aurait dû me donner ça 40 ans en arrière. J'aurais jamais été addict au sirop, je peux te dire ça. Je peux pas être addict au Buckley. Ça, c'est sûr. Et au travers de tout ça, il s'est passé plein d'affaires. Au travers de tout ça, il y a eu beaucoup de blackout. Et il y a eu un viol. Ça, je l'ai jamais oublié. Puis ça a pris du temps. Moi, je dis tout le temps, si t'as vécu ça, parle-en. Parce qu'on est les coupables, on est la honte, tu la traînes sur tes épaules. Puis moi, je viens d'un milieu où ce que l'anonymat d'en haut, l'anonymat face à l'anonymat dans le temps que je consommais, là. Dans le temps que je consommais, t'entends rien, tu vois rien, tu dis rien. Ça, quand tu vis des choses comme ça, tu t'affermes, ça vient de finir là. Et c'est ça. Moi, j'ai vécu comme ça. J'avais aucune vie. J'avais jamais voyagé de ma vie. Je le disais jamais. Cinéma, pièces de théâtre. Moi, je buvais, je consommais, je travaillais. Mon monde arrêtait là. Et j'ai jamais été capable de rentrer en relation avec un être humain parce que j'avais vécu des choses difficiles. C'est que j'étais un être méfiant. C'est ça. J'étais toute seule dans mon monde. Et ça faisait mon affaire. Puis une bonne journée, il va arriver quelque chose. Et mon frère, à un moment donné, il va rentrer dans l'Alcoolique Anonyme. Et là, on va commencer sérieusement à parler d'Alcoolique Anonyme. On se revoit tantôt. On se revoit effectivement après la pause qu'on va aller prendre. Merci encore pour ce deuxième segment, de mettre la table sur un passé assez rock and roll. Puis là, on va revenir après la pause pour la suite que j'ai hâte d'entendre. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Eh bien, nous sommes de retour à votre émission Un jour à la fois. Et c'est votre animateur Luc. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours ainsi que les partages archivés depuis 2017. Vous allez aussi trouver l'horaire de diffusion de nos différents collaborateurs radio. Je vous invite aussi à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, de vos questions, ou si vous voulez venir nous rencontrer, venez partager votre histoire avec nous en studio, il va nous faire plaisir de vous accueillir. On continue, on est de retour avec Mireille qui nous a laissé sur le dernier segment avant la pause, que là a commencé à rencontrer Alcoolique Anonyme. Là, ça a commencé à flotter dans sa vie alentour d'elle et les grandes rencontres et le changement de vie. Je la laisse continuer, j'ai hâte de l'entendre. Vas-y. C'est ça. On était rendu au moment... c'est ça. À un moment donné, mon frère, elle l'a encore mis dehors. Moi, je reste dans un 7,5. Puis il débarque chez nous. Il va débarquer avec Alcoolique Anonyme. Mais je l'ai pas pris d'une façon gentille. Moi, je me souviens qu'un vendredi soir, là, c'est un vendredi saint, puis dans le temps, là, les clubs ils ouvraient à minuit, là, puis on se rencontre, lui, il arrive de son meeting, là, puis on se rencontre des escaliers, puis je te souhaite une belle soirée avec tes Romains. Et moi, je décolle, puis je vais revenir à 3 heures du matin avec des bouteilles de vin en dessous des bras, puis du monde avec moi. Et mon frère était dans la base de faire des 12e étapes. Ça qui traitait tout d'alcoolique. Tout d'alcoolique. Et c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui voulait revenir chez nous. Ton frère, c'était malade mental. Là. Et là, je venais de me souvenir qu'il n'avait pas payé sa pension et blablabla. Puis la crise pognait, la chicane pognait. Puis bon, lui, la vengeance, c'était le lendemain matin. Le lendemain matin, là, te donner une idée à peu près de ce que je pouvais avoir l'air. J'avais une tête à la Janis Joplin. J'avais oublié de me démaquiller. J'étais tellement de bonne humeur. Et c'est ça, ça sonnait chez nous. Et ding dong, ding dong, ding dong. Et là, tu m'entends. Lui, il répondait pas, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? Je viens chercher Michel pour faire un meeting. Ah, les membres. Ah, je suis pas capable. Je suis pas capable. Là, je rentrais dans ma chambre, puis on avait des portes vitrées, puis là, je la fermais, là, pour qu'il l'entende bien comme fou. Et j'entendais dans la cuisine. J'ai sauvé tellement de rechutes. Mais tellement de rechutes. Parce que je suis sûr que, à un moment donné, le monde qui venait chez nous, il allait au meeting du Champlain. Puis il devait dire, « Hey, t'as pas vu le bas fond que j'ai fait un matin? J'y vais à Sœur Renato. » Et elle était tellement de bonne humeur. Tellement. Ça allait pas bien, là. Moi, là, j'ai 22 ans à ce moment-là. Là. Ça n'a qu'une tête. Le malade, tu sais, lui, c'est pas moi. Et moi, je suis pas malade. Et puis à un moment donné, il va forcer la note un peu plus loin. Il va me demander, il va prendre un jeton de 3 mois à l'auberge, puis il va m'inviter. Et c'est sûr que j'ai pas été dire à mon boss que j'allais faire un meeting. Oh, j'aurais perdu ma job. C'est un alcoolique, le gars avec qui je travaille. Et je vais débarquer là à l'auberge. L'auberge, c'était en bas de l'Oratoire Saint-Joseph, là, puis à un moment donné, il va m'asseoir à côté d'une fille qui s'appelle Monique. Et je l'ai appelée Monique l'hystérique. Monique, c'était la fille contente. C'est trop contente. Bien énervante. Mireille, tu veux-tu un café? J'ai jamais bu de café à part que quand je suis rentrée dans l'Alcoolique Anonyme. Moi, je buvais du coke. Je me rinçais la bouche avec ça parce que j'avais la bouche pâteuse, j'avais bu trop de vin dans la soirée. C'est qu'à un moment donné, là, c'est ça. S'il y a eu les étapes, les ci, les ça. Moi, je suis pas là pour ça. Et moi, il me parle d'un jeton de 3 mois. Je sais même pas c'est quoi. Et puis je regarde le monde passer, puis elle essaie de me parler, puis c'est comme non. Toi, tu me parles pas. Hey, moi, je sauve les clubs, là. J'irai pas te raconter ma vie, là, bâtard, là. J'ai autre chose à faire. Et là, à un moment donné, ils vont dire un beau jeton de 3 mois remis à Michel par Marcel. Marcel, il bégaye. Marcel, c'est long.
Et là, je vois mon frère qui vient fou. Tout le monde se tape dans les mains. Elle me tape dessus. Moi, c'est comme lâche-moi. Et là, je regarde mon frère. Mon frère, à ce moment-là, là, il y a, un bicycle à gaz, là, vraiment, là, de qualité. Il était en Californie. Il capote sur un jeton en plastique. Je me disais, tabarnouche, il faut être vraiment dans le trouble. Mais vraiment dans le trouble. Puis là, il vient me voir, puis il dit, qu'est-ce ma soeur? Et puis je dis, avoir su que t'aimais ça à ce point-là, je t'en aurais acheté une boîte. Moi, c'était comme, tabarnouche, tu vas pas bien, là. 3 mois, il te donne un chip en plastique, t'es content. Et il y a un bout, tu vas-tu revenir? Je dis, Michel, j'ai 22 ans. 22 ans. Et là, on est à l'époque, t'as pas bu ce que j'ai échappé sur ma cravate. Moi, j'aurais dit, tu créerais pas ça, ce que j'aurais fait avec ta cravate. Moi, c'était comme, je vais pas là. Puis à un moment donné, je suis retourné au club, puis les gars, ils me disaient, ben non, Mireille, tu vois bien que ça n'a pas d'allure. T'as 22 ans. Je disais, c'est ça, donne-moi une autre scotch. Là, moi, je vais plus là. Puis il va arriver quelqu'un dans ma vie à ce moment-là. Pierre, aujourd'hui, est décédé. Et c'était un beau gars avec un gros Jeep, une grosse job. Puis c'est ça. Il a sonné chez nous, puis il m'a dit, je m'appelle Pierre, je viens chercher Michel pour le meeting. Ma voix a changé. Et bonjour, je m'appelle Mireille. Je suis la sœur de Michel. Et, je pense que tu dois comprendre le message que ça n'a pas arrêté un meeting. Ben non. Et quand j'ai couché avec Pierre, il me dit pas ça. Je dis, on s'en fout-tu, on m'en fout, moi ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, là. Et, je sais pas c'est quoi. Mais il m'emmenait dans les meetings, puis c'est ça. Moi, j'étais juste une invitée. Je venais juste voir. Ça m'allumait pas. Et puis une bonne journée, il va arriver un malheur. Je vais partir sur la brosse. Une brosse la vraie de vraie. Et j'oublierai jamais ça. J'étais au Pernod à ce moment-là. Pas de glace, pas d'eau. Et j'ai clenché ça dans la soirée. J'ai pris de la mescaline. Et j'ai pris 2 Valium 25 mg. Et puis, où ce qu'on buvait, nous autres, il y avait un motel en haut. Puis je suis montée au motel avec un gars. Et demande-moi pas c'est qui, j'ai aucune idée. Quand je me suis réveillée, j'étais la tête sur le terrazzo et les pieds pognés dans le fer forgé. Et j'avais tombé en bas. Et j'étais dans une attitude de je m'en fous. Je m'en fous. C'était comme, il arrivait n'importe quoi, c'était comme, j'étais pas là. Et puis à un moment donné, c'est ça, mon frère, les téléphones se sont fait aller, je me suis ramassée à l'hôpital. J'entends encore la personne me dire, Mireille, essaye de te tenir, ils vont faire des radiographies. Et j'étais maganée. Et puis à un moment donné, je débarque chez nous, il vient me raccompagner à la maison. Et là, mon frère, il me prit comme en charge. Je le vois encore, on a une grande table de cuisine dans la cuisine, là, puis il va s'asseoir en avant de moi. Puis dans le temps, on avait 20 questions. Peut-être qu'on comprenait mal les premières questions, là, je le sais pas, là. Mais on avait 20 questions, puis moi, je suis arrivé avec des oui, mais j'ai pas perdu ma job. Mon boss, il bouille. J'ai pas perdu des enfants, je n'ai pas eu. J'ai pas perdu de chum, j'étais pas capable d'en avoir un. Mais mon frère, c'est ça, il est arrivé avec la dernière phrase qui disait, si vous avez dit 3 oui, vous êtes définitivement un alcoolique. Puis lui, je l'ai entendu crier, Mireille, j'étais en train de nier fou, plus capable. Et puis je disais, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien, là. Et c'est toi le malade mental. Et puis à un moment donné, Pierre, il va me dire une phrase qui va faire que ça va marquer ma vie. Puis ça a été une phrase bien simple. Donne-nous 3 mois, Mireille. Juste 3 mois. Si ça marche pas, c'est cool. Je te paye une bière. Moi, ça a fait ça, ouais, que ça va te coûter pas mal plus cher qu'une bière, mon chum. Mais c'est ça. Je te donne 3 mois. C'est sûr que j'ai été reconsommé. C'est sûr. Et le 21 mai 76, j'étais au bar. Puis à un moment donné, quand je suis rentré au bar, il y a un gars qui crie bar en bar du bar. Mireille, dis-leur que j'ai pas voulu te tuer. Et quand t'es rendu là, quand les gens ils pensent que y a quelqu'un qui a voulu te tuer, c'est pas parce que tu vas bien. Parce que tu vas bien, t'arrives pas là. C'est pour quelque chose qui est là.
Puis j'ai dit non, j'ai pris trop de dope, le Valium, tout est rentré en même temps, puis j'ai descendu. Puis la vie fait que elle s'organise. Moi, lors de l'accident, la seule chose que j'ai cassée, c'est ma dent d'en avant. C'est-à-dire qu'au 10 ans, j'étais obligée de changer, j'ai une couronne, puis au 10 ans, j'étais obligée de me ramasser chez le dentiste. Puis la dernière fois, elle me dit qu'est-ce qui est arrivé, je voulais pas le savoir. Mais ça me rappelle d'où je viens. C'est ça. Au 10 ans, là, ça me coûte une affaire comme 2-3 000 là, pour cette Moses de dents-là. Mais c'est ça. À un moment donné, quand j'étais au bar, puis là, je dis à ma chum, je dis j'ai l'impression que c'est la dernière. Puis elle me dit oui, pour asseoir, Mireille, il ferme, là. Et c'était la dernière fois. J'ai plus jamais reconsommer. Et je veux plus jamais reconsommer. Je suis plus là. J'ai plus le goût de vivre ça, moi, là. C'est plus ma vie. Puis c'est ça. À un moment donné, je me souviens que j'étais retournée au bar, puis il y avait un gars que je connaissais, Bernard. Bernard, il prenait bien des bleus. Si t'en as jamais pris, là, prends-en pas. C'est pas bon pour la santé. Puis Bernard, il parlait, puis il disait, t'es encore en haut. Je disais, eh oui. J'ai plus de place. Ma place est plus là. Et je veux plus jamais retourner là. S'il arriverait n'importe quoi, il est arrivé des fois où ce que j'ai pensé y retourner. Je me souviens qu'à 7 ans, un moment donné, j'avais dit à quelqu'un, je m'en vais au bar, là, puis on va en mettre pour 7 ans. Puis le gars, il m'a juste dit, attends 2 minutes, Mireille, on va jaser. Puis c'est ça. On a rentré dans le mouvement. Puis ça fait une couple d'années que tu jases en plus. C'est ça qui est merveilleux là-dedans. On va aller à la pause pour continuer après ça, pour revenir après la pause pour pouvoir continuer ce beau partage-là que je me perds là-dedans. J'imagine ça. J'imagine la façon que tu racontes ton histoire. Je suis capable un peu de m'imaginer puis de voir des décors dedans. Merci de nous partager ça puis de me faire voyager dans le temps. On prend la pause et on revient. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici votre animateur Luc, toujours en compagnie de Mireille, notre invitée de cette semaine à votre émission de radio Un jour à la fois. Si vous cherchez une réunion des alcooliques anonymes, je vous invite à visiter le site internet aa-québec.org. Vous pouvez aussi appeler à la ligne d'aide téléphonique en composant le 1866 ligne AA ou si vous préférez le 1866-544-6322. Une personne, un alcoolique qui est présent au bout du fil pour répondre à vos questions, vos inquiétudes ou juste vous écouter. Vous pouvez aussi consulter les listes des réunions par Zoom, par téléphone ou en personne. On continue le partage de Mireille que j'ai très hâte de continuer, qui me sort de mon moment présent en ce moment pour me transporter. Ça me déstabilise un peu, je dirais. On continue donc. Mireille, vas-y, je t'écoute attentivement. C'est ça. On arrive le 22 mai 76. Je suis toujours ébahie de voir là, que ça fait 48 ans de ça. Puis je te dis pas comme tout à l'heure là, quand je t'ai dit là, à 7 ans j'ai eu le goût de boire, puis j'ai eu l'idée, le moment magique de dire à un gars qui s'appelait François, je m'en vais boire. Puis qui m'a dit, assieds-toi petite là, puis on va jaser. Puis j'ai pas de consommé. Je me dis tout le temps, tu sais, ça, c'est grand, puis t'as toujours quelqu'un à qui tu peux dire ça, puis qui dit, tu sais, même du téléphone, moi, je fais ça, là, je fais du téléphone un mercredi sur 2, là, puis d'appeler, puis de dire, hey, je vais pas bien. C'est sûr que c'est difficile parce que on se montre vulnérable, mais par contre, ça nous sauve, là, de bien des problèmes.
Ça que ça, je rentre dans le haut, puis moi, je suis pas quelqu'un de très sociable. Je me vois encore à l'auberge, là, assis le dos dans le fond, là. C'était une salle énorme. Et il y a un gars qui s'appelle Pierre P. Pierre s'occupait du Noël à l'auberge, s'occupait de ça, puis il faisait du café. Puis à un moment donné, il me spot, puis il me dit, viens ici, la petite. Il voyait bien que les gens m'approchaient, puis moi, je reculais. Non, on va pas là. C'est que, je dis quoi? Il dit, viens ici. Puis là, il me dit, tu vas servir du café avec moi. Il dit, il y a un comptoir, là, puis le monde ne sont pas portés à te sauter dessus, là, il y a un comptoir. Je dis, je fais quoi? Tu leur donnes un café, tu leur dis, je m'appelle Mireille Luc, Mireille François, Mireille Carole, Mireille Geneviève. Tout ce que tu as à faire, puis on jase. Cet homme-là, j'en ai eu confiance. Et c'est ça. C'était un homme en qui j'avais confiance. Puis la semaine d'après, je retourne au meeting, puis il me dit, hey, viens faire du café avec moi. Je dis, tu juste moi ici? Il dit, viens ici. Et je retourne là, puis il me dit, je dis, OK, je fais la même affaire. Il dit, tu fais la même affaire. OK, Mireille, Luc. Luc, il me dit, puis ta semaine, Mireille. Là, je regarde Pierre, puis Pierre, il avait juste le fourré. Puis c'est comme ça que je me suis fait des amis, que je me suis senti appartenir à un groupe. Je connaissais pas ça. Puis là, Pierre, il s'est mis à m'expliquer que il disait, si t'es pas bien, si t'es pas capable si tu te sens pas bien dans une salle où il y a une foule, prends une tâche. Et passe la mop. Le monde va dire, hey, non, je m'excuse, je passe la mop. Ça va te garder dans le mouvement, ça va faire que tu as une appartenance. Et puis ça va être important pour toi. J'ai fait toutes les tâches, toutes les tâches. J'ai aimé ce que j'ai fait. Maintenant, je fais du téléphone. Et ça, je trouve que c'est les plus belles tâches. Et c'est vraiment magique de dire à quelqu'un, là, alcoolique anonyme, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et de tendre la main comme quelqu'un a tendu la main pour moi. Et ça, c'est capital. Et l'implication a fait aussi que je me suis créé une famille, je me suis créé des amis. À des moments spécifiques, ces gens-là ont été là. À des moments spécifiques dans leur vie, j'ai été là. Et ça, en société, moi, je me souviens quand mon frère est décédé, un moment donné, je suis arrivé au meeting Notre-Dame-des-Neiges, puis Danny m'a tendu la main, puis il y a 250 personnes qui disent Notre Père pour moi puis mon père, parce que mon frère est parti. Et essaye de retrouver ça dans la société. Ça n'existe pas. Quand papa, on m'a donné 24 heures, j'avais appelé mon chum Will, puis je dis, écoute, il me donne 24 heures. Là. Will, ça a pas dit, il a pas dit, à soir, j'ai quelque chose à faire, blablabla. Il me dit, pas de problème. Moi, j'avais des animaux à ce moment-là, puis il me dit, moi, cherche des clés, moi, m'en occuper du chien, moi. Et puis je suis rentré chez nous, puis il était 5 assis dans mon salon à attendre que j'arrive. Je regrette, mais en société, c'est rare. J'ai aussi fait bien des thérapies, broyer, crier, sacrer. Ah oui, donc, t'en veux-tu, en voilà. Et un jour, mon parrain s'est tanné. Et puis il m'a dit, c'est qui cette femme-là? C'est qui était saine avant de moi? Lui, il donnait des thérapies, puis à un moment donné, je faisais des semaines. Il disait, tu fais des semaines, Mireille, mais tu fais rien. Et j'avais peur d'être ce que je suis, j'avais peur que ça soit encore moi la grosse méchante. Puis il me dit, on va s'asseoir, puis on va prendre un papier puis un crayon, puis quand on parle d'inventaire, je fais un inventaire au magasin, ce qui est pas bon, je le jette, puis ce qui est bon, je le garde. Et il dit, je veux découvrir, t'es qui, toi? Et ça a été magique. Ça a été magique parce qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'être ce que je suis, Mireille. Et c'est à cause de ça que j'ai pu devenir Mireille. J'ai aussi rencontré Dieu. Moi, chez nous, il y avait des frères Saint-Gabriel. Ma mère a passé sa vie à dire, c'est pas catholique, ce monde-là. Elle me mettait dehors le dimanche matin à 10h, puis moi, je m'étais fait chum avec la fille du bedeau, c'est que j'allais prendre un coke, puis elle me disait, ramène-moi le prion en église. Et, tu sais, j'avais pas de connotation, moi, je savais pas c'était quoi, moi, la prière, les églises. Je trouvais ça beau, mais la spiritualité, je la voyais pas. Et un jour, c'est ça, je vais voir un show qui s'appelle Rire aux larmes de Jean Lapointe. Puis il y a une marionnette dans les mains qui s'appelle Conscience. Et là, j'ai allumé.
J'ai allumé parce que moi, à un moment donné, j'avais entendu ça, puis je sais pas où, en disant que Dieu il se cache dans le cœur de l'homme. Mais moi, j'ai une conscience, puis j'ai un âme. Moi, j'ai 2 animaux, là, puis je dis tout le temps, eux autres, ils ont pas de conscience, pas d'âme, mais ils ont juste une grosse bédaine. Quand m'arriver tout à l'heure pour souper, là, ça va être, hey, amène ça. Ils ont pas ça. Mais moi, j'ai ça. Moi, si je file pas, si je me respecte pas dans ce que je suis, je dormirai pas. C'est pas parce que j'ai mal au dos ou mal ici ou mal là. C'est en dedans, ça brasse. Faut que je respecte ça. Je suis arrivée à ça. Ça fait des années de ça et je crois encore à ça. Et si je suis pas bien, c'est parce que je me suis pas respectée. J'ai pas suivi ce que mon âme me dit. Et ça, moi, ça, c'est capital. Puis c'est pas une question d'église ou quoi que ce soit. Moi, je crois que la spiritualité, ça se passe en dedans de moi. Puis faut que je la suive. Je vais être bien. J'ai atteint un moment donné là, la paix et ça, c'est à cause de ça. D'être en paix. Et à 2 ans de sobriété, moi, j'avais demandé ça. J'ai fait même m'inscrire ça sur mon jeton de 2 ans. Là. Je peux-tu avoir la maudite paix? Et dans ma tête, là, c'était des hamsters. En dedans de moi, c'était des hamsters. Je voulais atteindre ça, la paix. J'ai atteint ça. J'ai aussi, à un moment donné, je faisais du meeting, puis le monde il disait « Ah, moi, j'ai un gros char. Moi, j'ai une blonde. Moi, j'ai une cabane. Moi, je reste dans Saint-Henri, puis j'ai une chevette. Il y a quelque chose que Dieu a pas compris. » Et puis, c'est ça. Je reçois un cadeau de Dieu à Mireille. Luc, c'est un voleur. Il a pas voulu vous le dire, là, mais c'est un voleur. Il va partir avec mon cadeau. Et puis je suis parti avec mon cadeau. Puis c'est ça, le cadeau de Dieu, tout ça quand ça va pas bien. Pas quand ça va bien, là. C'est quand tu dis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive. Puis bon. Moi, quand j'ai ouvert ma boîte, là, c'est un carton. C'est marqué courage. Ah, mais je m'aime. Courage. Si je m'en vais chez IGA avec mon petit carton, ils vont dire, j'espère que tu as le courage de te lever demain matin, parce que c'est pas avec ça que tu vas faire une commande ce soir. C'est comme, à quelque part, là. Et c'est juste ça. On dit ça dans les meetings tout le temps. Mon Dieu, donne-moi du courage. Et, souvent, moi, je suis tout le temps, c'est du petit courage pour les grosses affaires, du gros courage pour les petites affaires. Style, quand moi, mon père m'a appelé pour Michel, je me suis pas mis à penser, ouais, un matin, ça me prend du courage. Il y a eu un spring dans les fesses, puis c'était comme, on allume, là. Et, mais pourtant, un moment donné, moi, quand je travaillais, les matins, ça me tentait pas de prendre ma douche puis d'aller travailler. Là, ça m'en prenait du gros courage. C'est aussi du courage de pouvoir vivre des belles choses. Moi, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Du moins, non, je connaissais pas ça. Et je me souviens, à un moment donné, je suis partie pour l'Ouest canadien. J'ai fait plusieurs voyages. Là. Je suis rendu, je pense, j'en ai fait une quinzaine autour du monde. Et, mais je me souviens du premier voyage. J'étais assis à l'aéroport, puis j'étais avec plein de gens qui ont aucun rapport avec moi, là. Puis de dire, je m'en vais dans l'Ouest canadien. Je m'en vais visiter mon pays. Et ça m'a fait triper. Ça a fait, t'as le droit de vivre des belles choses. T'es rendu là, Mireille. T'as le droit. Et ça, y a personne qui peut m'enlever ça. Je me suis mis à avoir le droit de vivre des belles choses. Et plus j'avance dans ma vie, plus c'est ça. Et il y a des belles choses qui viennent vers moi. Autant, si j'aurais continué de consommer du Smino, j'aurais continué à consommer, je serais pas avec vous autres, ça c'est certain. Là. Et, mais autant que la vie, j'arrive, tu sais, je suis arrivé à 71 ans et j'ai une belle vie. J'ai une vie intéressante. J'ai pas des millions, mais j'ai le droit aux belles choses. J'ai le droit d'aller au cinéma. J'ai le droit de voyager. J'ai le droit de tout ça. Moi, je peux te dire une chose, là, puis on va finir là-dessus. Moi, je peux te dire que quand Michel est décédé, je l'entends passer mon frère. La petite vie sale de tabarnak. Moi, je décollisse. Moi, je peux te dire que la journée que m'a décollé, parce que malheureusement, je vais partir un jour. Et je suis sûr que m'a dit une chose à Dieu. Merci, tu m'as fait connaître. Merci, bonsoir. Wow! Je veux juste dire merci pour ce beau partage-là. Il y a un bout qui me revenait en plus quand tu as parlé de Dieu. Au début de ton partage, tu as parlé que tu as commencé à boire chez Dieu pour finir par rencontrer Dieu, pour arrêter de boire. Écoute, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça m'a beaucoup ramené à des choses qui... On se rejoint à bien des points.
On est rendu à la fin, la conclusion. Je tiens encore à te remercier pour ton partage, Mireille, et je vous invite à assister à la prochaine rediffusion la semaine prochaine. Ici votre animateur Luc, et je vous souhaite bonne semaine.